bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez accès au son et à l'image, le PPT? Oui, madame, bonjour. Oui, c'est Oui, PPT. Madame, oui, madame. Très bien. Très bien. Donc, Oui, madame. ok. Donc, on va poursuivre la dernière partie de la préparation des anticorps. En fait, nous avions commencé par la préparation des anticorps polyclonaux. Rappelez-vous, immunisation des animaux, récupération du sérum, donc, ou bien à partir du jaune d'œuf, vous obtenez des anticorps polyclonaux. La deuxième partie, on avait aussi abordé les anticorps monoclonaux, c'est-à-dire à partir d'hybridums. Comment on pouvait produire des anticorps à partir des hybridums. Simplement, les anticorps monoclonaux, si vous avez bien fait attention, c'est des anticorps d'origine murine, c'est-à-dire ils proviennent du modèle murin. D'accord? Ils sont 100% murins, 100% souris. La fusion se faisait entre les cellules de la souris qui a été immunisée et la souris, les cellules issues de souris, où on avait provoqué, donc on avait travaillé sur les cellules myélomateuses. L'utilisation de ce genre d'anticorps 100% hétérologues va faire que ce soit des anticorps qui seront moins efficaces en thérapie. D'accord? Si c'est pour les analyses, ça ne dérange pas. Mais si c'est dans le cas de thérapie, vous avez toutes les régions variables et constantes sont considérées comme étant étrangères, ce qui va diminuer de l'efficacité de ces anticorps en thérapie. C'est ce qu'on appelle, ils induisent une réaction AMA. Ça veut dire quoi AMA? H-A-M-A. AMA, c'est-à-dire comme quoi l'homme va produire des anticorps contre toutes les régions murines, d'accord, contre les souris, contre les régions provenant de la souris. Donc ça, c'était la première technologie, c'était en 1975 qu'avaient apparu les premiers anticorps monoclonaux, ce qui était à l'époque une révolution. Simplement, dans le temps, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution de telle manière à rendre ces anticorps plus tolérants, moins immunogènes. Parce qu'en fait, les premières générations d'anticorps étaient très immunogènes, ils étaient 100% d'origine murine, donc ce n'était pas possible de les utiliser de manière efficace chez l'homme. Donc, plus les années passaient, plus il y a eu une évolution dans la production des anticorps, où on est passé par la production des anticorps monoclonaux, chimériques, c'est-à-dire un chimère, c'est-à-dire c'est un mélange homme-souris. Il y aura une partie venant de l'homme et une partie de la souris. Puis, encore plus, ces anticorps étant encore immunogènes, donc on est passé aux anticorps humanisés, puis on est passé vers les anticorps, vers les années 2000, vers les anticorps 100% humains. Pourquoi? Quel est le but de cette technologie? Pourquoi elle a évolué dans le temps? Je vous ai dit, c'est pour rendre de mieux en mieux tolérer ces anticorps, c'est-à-dire moins immunogènes, avec une demi-vie plus accrue. Ça, c'est la description. La description que je viens de dire, si je résume, anticorps monoclonal 100% souris, un anticorps chimérique, il est constitué des parties variables d'origine souris, et ce que vous avez en vert, c'est l'homme. Donc 75% constituent d'origine humaine et 25% souris. Anticorps monoclonal humanisé, vous avez 10% qui provient de la souris, 90% de l'homme. C'est-à-dire au sein de la partie variable, nous nous sommes intéressés uniquement aux régions hypervariables, ce qu'on appelle les anticorps humanisés. Et sont arrivés ensuite les anticorps monoclonaux humains. Maintenant, il faut savoir les construire. Ce n'est pas chimiquement que vous allez les construire, ces anticorps. C'est par ingénierie, par génie génétique que vous allez manipuler et construire ces anticorps. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment, hein, d'accord? Donc, cette diapositive, elle résume ce que je viens de dire, l'oral. Les anticorps monoclonaux 100% murins se sont avérés présenter un échec thérapeutique. D'accord? C'est un échec, c'est vrai qu'ils ont été découverts dans les années 75, mais ils présentaient un échec thérapeutique. Pourquoi? Parce que premièrement, ils suscitaient une réaction, ce que je viens de dire, AMA, H-A-M-A, c'est-à-dire Human Anti-Mouse Antibody. C'est-à-dire que si vous administrez ces anticorps chez l'homme, il va produire des anticorps, d'accord, des anti-anticorps contre les régions murines. Donc, ce qui va faire que vous allez former des anticorps humains anti-anticorps murins. Donc, l'échec thérapeutique est lié à quoi? C'est qu'ils ont un fort pouvoir immunogène, donc ils sont étrangers, faible capacité à coopérer avec le système immunitaire pour mettre en place les différentes propriétés effectrices de l'anticorps, c'est-à-dire qu'ils activent faiblement le complément. C'est ça les propriétés effectrices. Quand je parle de propriétés effectrices de l'anticorps, ça veut dire
c'est les propriétés liées à la partie FC, l'ADCC, la CDC et l'activation du complément. Voilà les propriétés effectrices. Et également, c'est que vu que ces anticorps, d'accord, ils sont immunogènes et ils suscitent une réponse immunitaire chez l'homme, du coup, ils vont être éliminés, ils vont former des complexes avec les anticorps humains et ils vont être éliminés, la clairance, ils vont être éliminés. Est-ce que cette diapositive, elle est comprise? Donc, l'échec thérapeutique des anticorps murins, vu qu'ils sont très immunogènes, leur propriété effectrice est réduite et tout simplement, c'est des anticorps qui vont être rapidement neutralisés et éliminés chez l'homme. Je vérifie. S'il y a des questions, vous pouvez l'écrire ou le... Alors, franchement, avoir... Alors, pas de questions, c'est clair? C'est clair pour vous? Pas de questions. Vous m'entendez, hein? Vous me confirmez que vous m'entendez toujours, hein? Vous m'entendez toujours? Oui, c'est clair. Très bien. Maintenant, comment passer d'un anticorps 100% à un anticorps hybride? Donc, cette diapositive aussi, elle illustre la même chose que je passe de la souris vers l'homme, d'accord, vers des anticorps 100% humains pour réduire l'immunogénicité. Et le code que vous avez là, je ne vous demande pas de l'apprendre, mais c'est des codes, c'est comme ça qu'on reconnaît les anticorps qui sont commercialisés. Ceux qui finissent avec le suffixe MOMAB, c'est des anticorps murins, XIMAB, d'accord, c'est des anticorps chimériques, ZUMAB, humanisé, et MUMAB, anticorps humain, d'accord. Ça, c'est une codification qui permet de distinguer, dès que vous lisez le nom commercial de l'anticorps, vous pouvez savoir est-ce qu'il est murin, chimérique, humain ou humanisé. Donc, je répète encore une fois, je risque de me répéter, 100% humain, 100% souris, c'est en vert. Le chimérique, il est constitué que des domaines variables VH et VL de la souris, le reste est humain. L'humanisé, le ZUMAB, il est constitué que par les parties CDR d'origine murine. Voilà ce que vous avez en vert. Et humain, c'est 100% humain. Donc maintenant, on va s'intéresser à la technologie qui nous permet d'obtenir ces anticorps. Donc ces anticorps, comme je vous l'ai précisé, ils peuvent être utilisés en thérapie, mais également dans les méthodes d'analyse. Alors je vais commencer par comment préparer des fragments d'anticorps recombinants. D'accord? Je peux préparer différents types d'anticorps. L'essentiel, il faut disposer du gène. Donc je vais y aller méthodiquement. Alors, cette diapositive, elle résume toute la technologie, d'accord, qui nous permet d'obtenir les anticorps chimériques, humanisés ou humains. Cette diapositive, elle résume, c'est une image, d'accord, qui résume toutes les étapes qui nous permettent d'obtenir les anticorps humanisés, chimériques et humains, et on va les voir par étapes. Donc, pour rappel, regardez, les anticorps monoclonaux obtenus à partir des hybridomes, les voici en A. J'immunise la souris, je récupère les splénocytes, donc les cellules de la rate, je fusionne avec les cellules myélomateuses pour obtenir des hybridomes, je fais de la sélection. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que vous allez obtenir, les hybridomes vont sécréter un anticorps monoclonal. Pour chimériser, d'accord, nous allons tout simplement utiliser par génie génétique, on va greffer les parties VH et VL au niveau de l'anticorps. On va le voir dans un petit moment comment on va faire. Pour humaniser, à ce moment-là, je ne greffe pas les VH et le VL, je vais greffer uniquement les CDR. Ça, c'est la technologie qui va me permettre de chimériser ou bien d'humaniser. Pour obtenir les anticorps 100% humains, il y a 3 façons de faire. Soit c'est la technique des phages display, on va le voir. Soit c'est la méthode des souris transgéniques, d'accord. Soit je vais utiliser des banques, d'accord, une banque B, les lymphocytes B à partir de l'homme. Donc, chimérisation pour obtenir les anticorps chimériques, greffage des CDR pour obtenir des anticorps humanisés. Humain, c'est par la phage display ou par les souris transgéniques, en utilisant des souris transgéniques, c'est-à-dire qu'ils ont été
modifiés génétiquement ou bien pour travailler à partir de banques chez l'homme. Donc, je vais travailler à partir de LB prélevés chez l'homme. Je vais développer étape par étape. Je vais commencer par les chimériques. D'accord? Je vais commencer par les chimériques. Donc, première étape, si je veux produire un anticorps monoclonal recombinant, d'accord? Recombinant 100%, c'est-à-dire que je ne veux pas aller à partir des hybridomes. Je ne veux pas travailler avec les hybridomes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mon hybridome. D'accord? L'hybridome. Je vais faire une extraction de l'ARN total pour récupérer l'ARN messager. Regardez, pour récupérer l'ARN messager. Une fois que je vais obtenir l'ARN messager, je vais faire une RT-PCR, une reverse transcriptase pour obtenir l'ADNC. Pour obtenir les gènes qui codent, par exemple, pour le VL et le VH. Ces gènes-là vont être intégrés, insérés dans un vecteur. Ce vecteur va être ensuite incorporé dans une cellule hôte. C'est de la transfection. Et ensuite, je vais produire mon anticorps monoclonal murin, la 100% murin. C'est-à-dire que si je veux éviter de travailler avec les hybridomes, parce qu'avec les hybridomes, c'était culture cellulaire. Ça veut dire, au lieu de dépendre du milieu de culture, de dépendre de ces cultures cellulaires, d'accord, vous pouvez carrément les produire à partir d'une cellule hôte, par exemple une bactérie ou une levure ou une cellule animale. Il suffit d'isoler l'ARN total, l'ARN messager, reverse transcriptase de l'ADNC, je récupère les VL et les VH, je les insère dans un vecteur qui peut, à l'avance, d'accord, disposer ici de la partie constante humaine et la partie constante de la chaîne légère kappa et gamma, et je vais obtenir tout simplement mon anticorps ici monoclonal, H humain, d'accord, humain, HU humain, immunoglobuline G, d'accord, gamma, qui contient la chaîne kappa. Est-ce que vous avez compris la diapositive? Vous comprenez tout, c'est trop... Pas de questions, tout est clair. Madame, vous pouvez répéter? D'accord, ok. J'ai pas compris, madame. D'accord. Alors, pour rappel, attendez, je vais reprendre une image. Celle-ci. Je vais reprendre d'abord cette image. Je veux produire un anticorps chimérique. Chimérique. Ça veut dire quoi chimérique? Il contient la partie constante de la chaîne lourde, la partie constante de la chaîne légère. Et je maintiens la partie variable de la souris et la partie variable légère, de la chaîne légère, de la chaîne lourde. Je les maintiens. Donc, comment les construire? Ça, c'est une construction génétique. Je dois la faire, cette construction. Donc, comment je vais construire? Regardez les étapes. Je vais, à partir de l'hybridome qui sécrète l'anticorps monoclonal de souris, 100% souris. Je vais faire une extraction d'ARN total. C'est par des solvants. Il y a un protocole, il va vous permettre d'extraire l'ARN total. Et ensuite, de récupérer l'ARN messager. L'ARN messager, comme elle est polyadénylée, je vais la déposer sur une colonne, je vais récupérer l'ARN messager. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Sur l'ARN messager, c'est-à-dire le transcrit, ce que vous allez faire, vous n'allez pas amplifier toute la chaîne lourde ou toute la chaîne légère. D'accord? Vous allez amplifier par PCR uniquement la région qui vous intéresse, c'est le VH et le VL. Amplifie que le VH et le VL. Donc, ce que vous voyez le code couleur en vert, est-ce que vous voyez le code couleur en gris? Voilà, le vert, c'est la souris, et le gris, c'est la souris. Madame. Oui? Oui? S'il vous plaît, vous pouvez accepter les personnes qui veulent rentrer. C'est bon. Donc, je récupère. D'accord. Donc, je vais reprendre encore l'explication. Ça, c'est par ingénierie, d'accord? Je répète. Je veux obtenir un anticorps chimérique constitué que du VH et du VL de souris, d'accord? Et de la partie constante de l'homme. Je récupère mon hybridome qui sécrète l'anticorps, d'accord? 100% murin.
chez la cellule, ce n'est pas l'anticorps qui m'intéresse. Je vais faire une extraction d'ARN total afin d'obtenir ensuite l'ARN messager. Ensuite, ce que je vais faire, je vais obtenir l'ADN-C des domaines variables VH et VL. Je vais amplifier par PCR. Comment j'amplifie? Je choisis un couple d'amorces qui va m'amplifier uniquement les régions souhaitées. C'est-à-dire que je n'amplifie ni la chaîne lourde constante, ni la chaîne légère constante de la souris. Je vais amplifier que le VH et le VL, car ce sont les régions qui vont interagir avec l'antigène. Ces deux régions qui vont être amplifiées, je vais faire ensuite des étapes de clonage, qui consistent à insérer le VH et le VL dans des vecteurs, dans un plasmide par exemple. Ce vecteur, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il contient déjà au préalable la partie constante de la chaîne gamma, c'est-à-dire la chaîne IgG, et la partie constante humaine, toujours de la chaîne kappa. Et ensuite, je vais transfecter ces vecteurs au niveau d'une cellule. Cette cellule-là, après transfection, après croissance dans un milieu de culture, elle va aboutir à un chimère, c'est-à-dire un anticorps chimérique, hybride. Plus exactement, je répète, je vais aller vers le gène cible, c'est-à-dire je vais aller par exemple vers l'hybridome. Je vais amplifier la région qui m'intéresse. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est le VH et le VL. Parallèlement à ça, j'aurais préparé le vecteur d'expression. Je digère avec les enzymes. D'accord? Je déphosphoryle pour éviter qu'il se referme sur lui-même. Je purifie le vecteur. Ensuite, je mets en contact par ligation ces inserts, le VH et le VL, avec le vecteur d'expression. Le vecteur d'expression, ce qu'il a au préalable, il contient déjà les parties constantes CH et CL. Donc, je fais une ligation, je transfecte au niveau de la cellule hôte, et ensuite, je vais sélectionner les clones. Ensuite, j'ai fait l'expression donc, de mon anticorps. Je récupère mon anticorps selon le compartiment où il est exprimé. Si c'est intracellulaire, je fais une lise et je récupère mon anticorps intracellulaire. S'il est extracellulaire, je récupère le surnageant de culture. Je purifie et je teste la fonction de l'anticorps. Donc, si je répète, cet anticorps chimique, je répète, voilà mon hybridome. D'accord, l'hybridome. Je récupère, on a dit l'ARN total, je passe à l'ARN messager, l'ADN-C. J'amplifie la région qui m'intéresse, le VH de la souris mouse. J'amplifie le VL, mouse. Donc j'amplifie VH et VL. Ensuite, ces deux régions, je vais les incorporer au niveau du vecteur d'expression. Ce vecteur d'expression, regardez, où est-ce que je vais l'intégrer? Je vais l'intégrer en amont du gène qui code pour la partie constante. Voilà, CH humain, en vert. Je l'intègre dans un premier vecteur, d'accord, par ligation, VHM, la souris, avec le CH humain. La même chose pour le VL, mouse, je vais l'insérer au niveau du vecteur. Ces deux vecteurs vont être ensuite incorporés dans une cellule pour qu'elle puisse produire et exprimer ces deux anticorps, enfin l'anticorps chimérique. Le code couleur, en rouge, c'est les parties variables de la souris, en vert, c'est la partie constante de l'homme. Est-ce que vous avez compris comment nous avons procédé à la chimérisation des anticorps? Est-ce qu'il y a un élément à répéter? Est-ce qu'il y a quelque chose à répéter? Madame, donc l'origine de l'anticorps chimérique, c'est l'anticorps murin, c'est ça? Le chimérique, les parties variables, je vais les récupérer à partir de l'hybridome, à partir des gènes, d'accord, présents au niveau de l'hybridome qui codent pour le VH et le VL. Les parties constantes, au préalable, je les ai préparées. C'est-à-dire la partie constante, les IgG, on a tous la même partie constante. Donc, je les aurais mis déjà au préalable, introduits au niveau du vecteur d'expression. Donc, le chimérique, c'est la fusion en fait, génétique entre la partie VH et VL provenant des hybridomes avec la partie constante provenant de l'homme. Partie constante de la chaîne lourde et de la chaîne légère. Alors, est-ce que c'est clair par rapport à l'anticorps chimérique?
Vous pouvez m'écrire. Hein. Madame, l'hybridome, Oui, ça VL et VH. oui. منين يجي منين نديرو؟ L'hybridome a son ADN, il a son Oui. ARN, d'accord? Et je fais l'extraction du transcrit, l'ARN. Je fais de l'hybridome, c'est quoi? L'hybridome, c'est la fusion du LB avec la cellule tumorale, cellule myélomateuse. Avec la cellule, elle sécrète l'anticorps monoclonal. Moi, ce n'est pas l'anticorps monoclonal qui m'intéresse, je vais extraire le gène. Et ensuite, je vais uniquement amplifier les régions qui m'intéressent. Dans le cas de l'anticorps chimérique, dans le cadre de l'anticorps chimérique, qu'est-ce que j'amplifie? J'amplifie uniquement les VH et les VL. Je veux récupérer uniquement. Les autres régions ne m'intéressent pas. Donc, comment je vais faire? Je vais amplifier en choisissant les amorces qui vont s'hybrider uniquement au niveau du VH et uniquement au niveau du VL. C'est le couple d'amorces que vous allez choisir pour cadrer exactement les régions que vous voulez amplifier. Les autres, vous n'allez pas les amplifier. Vous n'allez pas avoir plusieurs copies du gène parce que ça dépend du couple d'amorces que vous allez utiliser. D'accord, madame, merci. D'accord, très bien. Cependant, j'attire votre attention. C'est vrai que c'est des anticorps chimériques. Ils contiennent que le VH et le VL. Cependant, d'accord, ils restent encore immunogènes. C'est vrai que 75% c'est humain, d'accord? Le 25% c'est murin. Ça diminue l'immunogénicité par rapport à l'anticorps murin 100%, mais il reste, encore une fois, immunogène. Et à ce moment-là, vous n'allez pas introduire des anticorps AMA, c'est-à-dire des anticorps contre la partie murine, constante et variable. Ici, c'est un type de réponse immunitaire du type AK. Ça veut dire Human Anti-Chimeric Antibody, c'est-à-dire que vous allez produire des anticorps contre la région chimérique. C'est quoi la région chimérique? C'est le VH et le VL. C'est quoi la région étrangère? D'accord? C'est le VH et L. Donc, ça reste encore immunogène. Moins immunogène que l'anticorps 100% murin, mais ça reste encore immunogène. Par contre, l'avantage de cet anticorps, c'est quoi? Comme la partie FCL est d'origine humaine, l'avantage, c'est quoi? C'est que les fonctions effectrices, elles sont améliorées. Les fonctions effectrices sont améliorées. Quand je dis les fonctions effectrices sont améliorées, la DCC est meilleure parce que c'est l'homme, d'accord? Ils sont mieux reconnus par les récepteurs de nos cellules. C'est de la CDC, c'est de la cytotoxicité dépendante du complément, d'accord? Donc, la partie effectrice, la fonction effectrice est améliorée. Mais il persiste, d'accord? Il persiste un degré d'immunogénicité qui est lié à la présence de la région chimérique. La région chimérique, c'est le VH et le VL. C'est pour cela qu'après, nous sommes passés à une autre catégorie d'anticorps, c'est les anticorps humanisés. Ce n'est plus la partie VH et VL que je vais prendre, mais cette fois-ci, je vais prendre tout simplement que les parties hypervariables. Que les parties hypervariables. C'est-à-dire que j'étais... Oui, il y a une question? Je vais passer de 25%. Oui, je vous écoute. Madame, la diapo d'avant. Je vais retourner en arrière, oui. Attendez, je vais la mettre en diaporama. La VLM, oui, madame. La VLM. Attendez, je reviens en arrière. Alors, murin. VL, c'est la partie variable. VL, V variable. L légère, light. Et M pour murin ou murin. C'est murin. D'accord, donc ces deux vecteurs, voilà. C'est pour absolument. La production des anti-associés. Pour la production des deux chaînes. Chaîne lourde et chaîne légère. C'est la chaîne lourde et la chaîne légère. D'accord, madame, merci. Voilà. Donc VH, partie variable heavy. M, murin ou bien mouse. CH, partie constante heavy, chaîne lourde. Petit h, c'est pour humain. CL, constante légère. Petit h pour humain. Polyadénylique, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de la chimérisation qui consiste à amplifier uniquement les domaines VH et VL. En revanche, l'anticorps humanisé, au lieu d'amplifier que
le domaine entier VH et VL, vous allez tout simplement amplifier que les CDR. Rappelez-vous, le domaine variable, la chaîne variable, elle est constituée de quoi? Elle est constituée en fait des parties hypervariables et elle est constituée de ce qu'on appelle les CDR et les frameworks. FR, les CDR et les FR. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement amplifier, greffer uniquement les CDR. Vous réduisez tout simplement, on était à 25% pour l'anticorps chimérique souris, là on va passer à 10%. 10%. Parce que nous avons les hypervariables murines sur un squelette d'anticorps humain. Tout le reste est humain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement, en fait, c'est des mutations qui vont être apportées, d'accord, au niveau des CDR, qui vont nous permettre de greffer l'anticorps. Donc, je répète, même principe que tout à l'heure. Voilà mon hybridome. Extraction d'ARN T, ARNM. D'accord? Je récupère le VH et le VL. Et je vais tout simplement, au niveau de la partie VL, VH, d'un anticorps humain, je vais greffer les parties CDR. Il y a 3 régions CDR au niveau du VL, 3 CDR au niveau du VH. Ces gènes-là qui ont été manipulés, ont été modifiés en greffant la partie CDR, d'accord, la partie VL et VH, vont être insérés dans un vecteur, transfection, d'accord, cellule hôte, elle va se mettre à produire votre anticorps. Ce que vous voyez ici, c'est que tout simplement, vous allez obtenir uniquement les parties CDR qui sont d'origine murin, uniquement, en noir. Ce que vous voyez, les bandes en noir. Le chimérique, j'ai amplifié tout le VH et le VL, je l'ai intégré avec la partie constante des anticorps. Ici, non. Je vais amplifier que la partie CDR. Je vais apporter des changements dans le VH et VL humain en n'y que les CDR. Donc, les étapes, bien sûr, il faudra séquencer et connaître la séquence exacte du VH et du VL murin. Je le compare par rapport aux parties variables humains. Je vais déterminer par modélisation et déterminer les régions CDR et framework. Ensuite, je vais greffer les régions CDR. Et si nécessaire, vous pouvez même apporter des mutations au niveau de la partie framework, FR. On ne sait jamais que ça, si vous ne changez pas tous les FR humains, on ne sait jamais qu'il n'y ait pas une forte liaison avec l'antigène. Il est possible d'apporter quand même quelques mutations ponctuelles au niveau des FR. Donc, si je récapitule, l'anticorps humanisé consiste à greffer les régions CDR au niveau des parties variables de l'homme, du VL et du VH, et de faire exprimer ces anticorps au niveau d'une cellule hôte. Ça, c'est ce qui va me permettre d'obtenir des anticorps humanisés. Je passe de 25% à 10% murin. D'accord? Je passe de 25% à 10% humain. Murin, pardon. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pardon. Madame, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous écoute. Madame, les CDR, ce sont des régions appartenant aux chaînes légères. Hypervariables. Voilà. Aux chaînes lourdes et légères. Lourdes et légères. Si vous vous rappelez en deuxième année, en troisième année, vous avez le VH et le VL. Le VH et le VL. La partie variable des chaînes lourdes et des chaînes légères. Si on regarde de plus près de quoi ils sont constitués de 3 CDR et de 3 FR. Framework. Les CDR, c'est les régions hypervariables qui se lient fortement avec l'antigène. Donc, c'est ce qu'ils ont greffé. On va greffer la partie CDR. Voilà. Le FR, c'est une charpente. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de maintenir la structure. Les séquences framework, celle qui permet de maintenir la structure. Encore une fois, même si vous êtes à 10% de séquence mûrie, ces 10% sont une source d'immunogénicité.
savez que très bien dans notre organisme, on réagit au moindre petit changement. C'est-à-dire que si c'est considéré comme étranger, ces 10% aussi sont une source d'immunogénicité. Moins que l'anticorps monoclonal 100% murin et moins que l'anticorps chimérique. Mais ça reste à 10%. C'est pour cela qu'après, ils se sont orientés vers la production des anticorps humains. Les anticorps humains. Cependant, je voudrais attirer votre attention que par ingénierie moléculaire, c'est-à-dire par génie génétique, comme vous pouvez produire des anticorps entiers, molécules entières, c'est-à-dire des anticorps avec la chaîne lourde, chaîne légère, entière et chaîne légère, entière. Comme vous pouvez également produire des fragments d'anticorps. Vous pouvez produire des fragments. Il est possible que vous vouliez travailler plutôt avec des petits fragments. Le plus petit fragment d'anticorps obtenu, d'accord, le plus petit fragment obtenu s'appelle single chain fragment variable, SCV. C'est ce qu'on va voir normalement avec le TD numéro 5. D'accord, le SCV. Le SCV, le single chain fragment variable, ça veut dire chaîne simple, est constitué d'un domaine VH et d'un domaine VL. Il n'y a pas de partie constante. Et le domaine VH et VL sont reliés par une chaîne peptidique, ce qu'on appelle le linker, pas les peptidiques. C'est celle qui permet de stabiliser la structure que vous devez vous-même, qui n'existe pas naturellement au niveau de l'anticorps. C'est vous-même, quand vous allez le construire génétiquement, vous allez rajouter une séquence qui code pour cette séquence, pour ce linker. Le but de ce linker, c'est de permettre de stabiliser la structure SCV et de relier le VH avec le VL. La séquence exacte, elle est connue. Elle est constituée de glycine et de sérine, de 5 résidus. D'accord? Répétez 3 fois, ça veut dire 15 résidus. La séquence est constituée de 15 acides aminés. Dans le but est de stabiliser la structure. Comment construire un single chain fragment variable? Comment construire cet anticorps-là? Nous allons le faire ensemble. Donc, vous avez l'anticorps entier. Nous voulons uniquement un anticorps qui serait constitué que du domaine VH et VL. VH et VL. D'accord? Uniquement du VH et de VL. Donc, la construction génétique serait composée de quoi? Du gène qui code pour le gène VH, le gène qui code pour le gène VL. Simplement, je vous ai dit que les deux doivent être reliés par une séquence qui s'appelle linker, espaceur, qui va relier le VH avec le VL. Donc, vous allez rajouter entre les deux une séquence qui code pour ce linker. Concrètement, comment je vais m'y prendre? La même chose, à partir de l'hybridome, je vais amplifier la région VH, voilà, amplifie par ADN, l'ADN C du VH, en choisissant le couple d'amorce qui amplifie, d'accord, le VH. J'amplifie parallèlement le VL, d'accord. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir plusieurs copies du VH et plusieurs copies du VL. J'attire votre attention. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit comme quoi il faut une séquence qui relie le VH et le VL. Cette séquence s'appelle l'espaceur ou le linker. Elle n'existe pas naturellement. Vous devez la créer artificiellement. C'est-à-dire que nous devons rajouter une séquence qui relie le gène VH au gène VL. Comment vous allez procéder? Vous allez le faire par PCR toujours. Comment vous allez faire? Vous allez tout simplement faire de telle manière à ce qu'il y ait la fusion des deux gènes. Comment vous allez fusionner les deux gènes? Quand vous allez choisir le couple d'amorce qui va amplifier le VH, d'accord? L'amorce antisens ici, d'accord? Et l'amorce sens pour le VL, vous allez les choisir de telle manière qu'elles soient complémentaires, qu'elles se chevauchent, qu'elles soient complémentaires. Pourquoi? C'est pour créer une région de fusion, pour créer une région chevauchante. Donc, je répète mon idée, je vais amplifier mon VH et mon VL. Simplement, vous allez faire très attention en choisissant le couple d'amorces interne, c'est-à-dire l'antisens pour le VH et le sens pour le VL. Vous allez les choisir de telle manière qu'elles soient complémentaires, les deux amorces. Pourquoi? Parce que regardez ce qui va se passer quand je vais amplifier le VH et le VL, et que si je mélange les deux produits de PCR, si je mélange les deux produits de PCR, les deux produits d'amplification vont s'hybrider. Elles vont s'hybrider dans la région qui est complémentaire. C'est la région que vous voyez en blanc.
C'est la région qui va faire que vous allez créer la fusion du VH avec le VL. À quoi correspond cette région en blanc? C'est celle qui code pour le linker. Ensuite, vous mélangez donc ces deux produits de PCR, elles vont fusionner et vous allez obtenir fusion du VH, le linker, le VL. VH, linker, VL. Et vous avez créé artificiellement cette région de fusion, une région qu'on appelle chevauchante. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc, je vais... très bien. Donc, je répète l'idée. À partir de l'hybridome, je récupère mon ADN-C, j'amplifie le VH dans une première PCR. Deuxième PCR, j'amplifie le VL. Je fais attention que l'antisens, l'amorce antisens essence du VH et du VL, elle soit complémentaire. Mais attention, vous ne mélangez pas dès maintenant les deux produits. Vous faites les deux PCR séparément. Si vous les faites en même temps, vous allez avoir les deux amorces qui vont s'hybrider l'une avec l'autre. Non, vous apportez d'abord la modification à l'extrémité, à l'une des extrémités du VH et avec l'autre extrémité du VL. Lorsque c'est fait, vous mélangez les deux produits de PCR, vous les mélangez et elles vont s'hybrider. Vous faites une troisième PCR, elles vont s'hybrider dans la région chevauchante. À quoi correspond cette région chevauchante? Ça correspond à la séquence qui code pour le linker. Et vous obtenez finalement VH, d'accord, linker, VL. Ce vecteur, qu'est-ce que vous faites? Vous l'insérez dans une cellule hôte et cette cellule hôte va se mettre à exprimer ce SCV, ce single chain fragment variable. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Comment le SCV? Comment on a obtenu le SCV? La partie biologie moléculaire, généralement, il y a beaucoup de questions. Et vous êtes, vous êtes 46 étudiants et les 46, vous avez compris. D'habitude, ça suscite beaucoup plus de questions. C'est clair, hein? J'espère que le jour de l'examen, ça sera clair comme ça, alors. Alors, maintenant, quand vous produisez un anticorps chimérique ou un fragment d'anticorps ou un anticorps humanisé, vous êtes confronté à un problème. Vous allez dépendre de quoi? Vous allez dépendre du système d'expression que vous allez choisir. C'est-à-dire le vecteur, vous allez l'incorporer dans une cellule hôte. Comme ça peut être une bactérie, ça peut être une levure, ça peut être une plante ou des animaux ou des cellules de mammifères. Ce diagramme ou cette figure vous présente en fait comment s'expriment les anticorps. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez produire un fragment d'anticorps, comme nous venons de le voir, un SCV qui est constitué de VH et de VL. Si vous voulez produire des fragments d'anticorps, VH et VL. Ça veut dire que la structure n'est pas complexe, elle est simple, VH et VL. À ce moment-là, vous pouvez l'exprimer chez une bactérie, chez des levures ou chez des plantes. Ça ne dérange pas. D'accord? Avec un rendement élevé d'ailleurs. En revanche, plus vous allez vers un anticorps complet, une molécule entière, et plus vous allez vers un anticorps qui est fortement glycosylé, c'est-à-dire que les modifications post-traductionnelles sont nécessaires, notamment la N-glycosylation. À ce moment-là, vous ne pouvez pas utiliser les bactéries qui sont dépourvues de cette propriété, c'est-à-dire ils ne font pas la N-glycosylation. À ce moment-là, il faut aller chez un système supérieur. Quand je dis supérieur, vous devez aller chez les cellules animales, les cellules mammifères ou sur les animaux transgéniques. Donc, plus la structure est simple, plus vous irez plutôt chez la bactérie et chez les levures, plus la structure nécessite des modifications post-traductionnelles, notamment la N-glycosylation, vous allez vers un supérieur. Simplement, l'inconvénient quand vous allez chez un système supérieur, en quantité, vous avez moins. En qualité, c'est meilleur, en qualité. Quand vous allez chez les cellules animales, d'accord, les cellules mammifères, qualitativement, vous allez vous rapprocher de l'anticorps d'origine. Mais en rendement, vous avez peu de quantité. Le contraire chez la bactérie. La qualité, elle est moindre. C'est-à-dire que si vous allez chez un anticorps complexe, vous ne pourrez pas l'exprimer chez la bactérie. Qualitativement, vous ne pouvez pas. Mais le rendement chez la bactérie, parce que la bactérie, elle se multiplie rapidement, elle n'est pas exigeante, d'accord? Rendement est plus important avec les bactéries. Donc, le choix du système d'expression
dépend de l'anticorps, comment il se présente. Fragment, anticorps entier ou bien glycosylé. Est-ce que la glycosylation est importante ou pas? Ça, c'est le choix du système d'expression. Simplement, au même titre que comme on a vu dans le cours quand on a parlé des antigènes recombinants. La même chose pour les anticorps, vous allez être, tout ce qui est recombinant, vous allez être confronté au même problème. Vous avez peur de l'instabilité du vecteur, c'est-à-dire quand un vecteur, vous l'incorporez dans une cellule et que vous êtes dans le cas d'une surexpression, vous avez peur qu'il y ait une perte du vecteur, donc ce que j'appelle moi une instabilité, c'est-à-dire la cellule hôte, à force de se multiplier, elle va perdre le vecteur, donc du coup, vous ne pouvez plus exprimer votre anticorps. Vous avez peur du rendement, l'absence ou insuffisance d'expression de la protéine, que le rendement soit faible. Vous avez peur aussi qu'il y ait une dégradation, puisque vous demandez à une cellule hôte à produire votre anticorps qui est une protéine. Elle peut être sujette à une protéolyse. La cellule hôte peut produire fortement des protéases et dégrader votre protéine. Vous avez peur également que l'anticorps que vous allez produire, qui est un système hétérologue, vous demandez vous voulez exprimer un anticorps, par exemple, d'origine humanisée, vous voulez le produire chez une bactérie. Vous avez peur que cette protéine soit toxique. Elle présente une toxicité vis-à-vis de la cellule hôte. Votre système d'expression dépend également de sa capacité de réaliser ou pas les modifications post-traductionnelles. Parfois, elles sont absentes, par exemple chez la bactérie, et parfois, elles sont incomplètes, par exemple chez la levure ou chez les plantes. Le système de modification post-traductionnelle complet est retrouvé plus chez les cellules de mammifères, moins chez les systèmes moins développés. Absence ou mauvais repliement de la protéine. Chez la vie, c'est que parfois, les ponts disulfures ne se forment pas, donc vous avez peur que la protéine ne se replie pas correctement. Si elle ne se replie pas correctement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fonctionnelle, et vous avez peur qu'elle forme des agrégats. Vous avez peur de solliciter, c'est ce qu'on avait vu avec le TB numéro 2, vous avez peur que quand vous sollicitez une cellule hôte à surexprimer une protéine, vous avez peur que la protéine se replie mal, et du coup, ça va former un agrégat. Elle s'agrège. Et le terme juste qu'on utilise, ça s'appelle un corps d'inclusion. Une agrégation veut dire un corps d'inclusion. Est-ce que je reprends les 7 points? Est-ce que les 7 points sont clairs? Donc, les difficultés à produire les anticorps recombinants, quelle que soit leur forme, sous forme de fragments ou de molécules entières ou de molécules glycosylées, il y a des difficultés. Et je vous ai dressé la liste des difficultés. Est-ce qu'il y a une difficulté que je dois développer plus qu'une autre? Pas de réaction? Pas de réaction. Vous allez me dire que c'est clair aussi. Pouvez-vous répéter la diapo précédente? Alors, précédente média, vous me confirmez celle-là ou bien celle d'avant? Est-ce que celle des problèmes, où j'ai mis les 7 problèmes rencontrés quand on produit des anticorps, est-ce que vous me parlez des systèmes bactéries, levures, cellules de mammifères? Précisez-moi, Nedjar, laquelle je dois reprendre. Avant les problèmes. D'accord, très bien. Alors, cette figure, elle résume très bien, d'accord, comment choisir son système d'expression. C'est une diapo qui vous montre comme quand vous allez construire le vecteur d'expression, vous allez incorporer dans une cellule hôte. La cellule hôte, elle peut être une bactérie, ça peut être une plante, ça peut être une levure, ça peut être chez des animaux transgéniques et ça peut être des cellules de mammifères. Voilà les cas de figure que vous avez. Soit le système prokaryote, soit le système eucaryote intermédiaire, tel que les levures, ou bien le système eucaryote supérieur, les plantes, les animaux, les cellules mammifères. Quand vous voulez exprimer une protéine, que ce soit un antigène ou un anticorps, il y a 2 choses. Vous devez tenir compte de la quantité, ça veut dire du rendement, et vous devez tenir compte de la structure de votre molécule. Nous, dans notre cas, c'est un anticorps recombinant que vous voulez exprimer. Soit vous voulez l'exprimer sous forme de fragment. Quand je dis fragment, c'est-à-dire par exemple le SCV. Le SCV, le single chain fragment variable, constitué du VH et du VL. Soit vous voulez produire l'anticorps entier, c'est-à-dire la chaîne lourde entière et la chaîne légère entière.
Et parfois, l'anticorps, il y a certains anticorps que vous voulez produire, ils sont fortement glycosylés, fortement glycosylés. Donc, vous avez trois cas de figure qui vont se présenter à vous. En fonction de l'anticorps que vous cherchez à exprimer, si vous êtes sur une structure simple, par exemple un VH et un VL, un SCV, le système idéal, d'accord, vous pouvez aller chez la bactérie. La bactérie peut le produire, cet anticorps. La bactérie a un moindre degré la levure, et vous avez aussi les plantes transgéniques. Pourquoi le fragment d'anticorps, il est de structure simple, il nécessite pas, il n'a pas de glycosyle. Elle a lieu sur les domaines constants de la chaîne lourde. Il n'y a pas de chaîne lourde ici. Donc l'anticorps n'étant pas glycosylé, vous pouvez aller aussi bien chez la levure, aussi bien chez les bactéries, chez les plantes. Les bactéries dans l'extrême, c'est-à-dire idéalement, il vaut mieux la bactérie. L'avantage avec la bactérie, c'est que vous avez chez ce système-là, lorsqu'il s'agit d'un fragment d'anticorps, des quantités élevées. Vous pouvez produire en quantité élevée. En revanche, si vous êtes sur un anticorps complet, c'est-à-dire une structure plus complexe, qui nécessite des ponts disulfures, d'accord, et une molécule volumineuse, vous le voyez bien, elle est au milieu. C'est un anticorps complet que vous ne pouvez pas exprimer chez la bactérie parce qu'elle ne peut pas faire ces modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire elle ne peut pas produire les ponts disulfures et permettre le repliement correct de l'anticorps en clé. À ce moment-là, vous pouvez aller chez la levure, d'accord, vous pouvez aller chez la levure, et également chez les cellules mammifères et les animaux transgéniques. Mais il est intermédiaire, la levure est suffisante. La levure est suffisante. En revanche, si l'anticorps complet que vous voulez produire, il est fortement glycosylé, c'est-à-dire qu'il faut choisir le système qui fait une N-glycosylation correcte, juste, d'accord, c'est-à-dire qu'elle va greffer les sucres correctement. À ce moment-là, ni la levure, ni les bactéries, ni les plantes ne font l'affaire. Ces anticorps complets glycosylés, il vaut mieux aller chez les cellules mammifères. Maintenant, quand vous êtes, ou bien les animaux transgéniques, des systèmes d'expression supérieurs, élevés, il faut que vous sachiez comme quoi la culture, elle dure très longtemps. C'est vrai que qualitativement, elle va être fidèle, c'est-à-dire vous allez obtenir un anticorps correct. Simplement, généralement, c'est un système où le rendement, il est plus faible. Vous n'allez pas avoir de forte quantité d'expression. Qualitativement, vous aurez votre anticorps correctement, mais quantitativement, vous aurez un faible taux. Généralement, d'ailleurs, c'est les extrêmes. La bactérie, en rendement, c'est élevé, en qualité, c'est... Les cellules mammifères, c'est le contraire. En qualité, c'est bon. Vous avez un bon, qualitativement, vous avez un anticorps correct, qualitativement, quand je dis mature, repliement correct, modification post-traductionnelle correcte, d'accord? Mais généralement, vous avez des petites quantités. C'est à vous de juger, en fonction de vos besoins, ce que vous devez choisir comme système d'expression. Donc, est-ce que Nedjar, c'est clair? D'accord, très bien. Très bien. Donc, ça, c'est par rapport au choix du système d'expression. Après, je vous ai parlé, d'accord, je vous ai parlé de comment les problèmes généraux que vous allez rencontrer. Donc, vous en avez 7. Je vous demande de les lire. Est-ce qu'il y a un point qui n'est pas clair pour vous? Vous les lisez, vous me dites s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Alors, est-ce qu'il y a une intervention? Je vous demande de lire. Madame, Oui, je vous écoute. Instabilité du vecteur, d'accord. Je vais m'en occuper, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Madame, le 5e et le 7e. 5e, modification, etc. 7e. D'accord. Ouais. Okay. Pas d'autres interventions. D'accord, très bien. Alors, premier point, c'est l'instabilité du vecteur. Alors, l'instabilité du vecteur, comment je vous ai expliqué, c'est quoi? C'est la perte du vecteur lorsque vous avez, d'accord, vous avez des, comment ça s'appelle, des vecteurs que vous allez incorporer dans la cellule. La cellule se multiplie, elle finit par perdre ce vecteur. Alors, généralement, pour rendre un vecteur plus stable, bon, ça c'est un petit détail, mais qu'on verra au S2. Vous allez utiliser ce qu'on appelle des vecteurs intégratifs. Qu'est-ce que je fais intégratif? Parce qu'il y a deux types de vecteurs. Il y a des vecteurs qu'on incorpore dans les cellules et ils vont se répliquer indépendamment du génome de la cellule.
ou bien vous avez des vecteurs, vous allez les intégrer dans l'ADN de la cellule hôte. Donc, si vous les intégrez dans le génome, d'accord, dans le génome de la cellule hôte, vous n'avez pas de perte du vecteur. Simplement, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que vous allez avoir moins de copies. Vous avez plus de copies quand il est autonome, moins de copies quand il est intégratif. Ça, c'est comme ça que vous pouvez régler le problème. Après, j'ai eu le 5e et le 7e. Le 5e, c'est les modifications post-traductionnelles absentes et incomplètes. Ça concerne surtout les systèmes d'expression inférieurs. Je pense aux bactéries. Les bactéries ne font pas les modifications post-traductionnelles telles que la N-glycosylation et même parfois, elles ne permettent pas le repliement correct des protéines. Et l'anticorps entier, par exemple, si je prends un anticorps entier, il nécessite la présence de ponts SS, des ponts disulfure. Donc, à ce moment-là, vous avez, si vous choisissez la bactérie et que votre anticorps, c'est un anticorps entier que vous voulez exprimer, il faudra ne pas choisir la bactérie parce qu'elle ne fait pas ces modifications post-traductionnelles. Soit elle est absente, elles sont absentes, ou bien par exemple incomplète. Incomplète, par exemple, les levures. Les levures, ils n'ont pas une N-glycosylation semblable à celle de l'homme. Elle n'est pas semblable. Elle est incomplète. Ils greffent des sucres, mais ils ne greffent pas la N-glycosylation de la même manière que ce qui se passe chez l'homme. Donc, c'est pour ça que je parle de système incomplet. Et la formation de corps d'inclusion, le dernier point, c'est quoi? Ça veut dire que tout simplement, ça c'est un peu valable pour tous les systèmes, mais un peu plus pour les bactéries. Quand vous sollicitez trop la cellule à produire une protéine en excès, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire ça dans le désordre. La protéine ne va pas prendre sa conformation native, elle va mal se replier. Quand c'est comme une pelote de laine, qu'est-ce qui va se passer? Si elle se replie mal, tout va être mélangé et ça va vous donner un amas. Dans le cytoplasme, vous allez former un amas, un agrégat. C'est-à-dire, c'est le repliement désordonné de la protéine. Comment ça s'appelle cet amas ou cet agrégat? Il s'appelle le corps d'inclusion. Et il y a des solutions pour éviter les corps d'inclusion. Ce n'est pas l'objet du cours. Ça sera au semestre 2, on en parlera. Pour l'instant, comprenez que parfois, il y a une agrégation. Il y a de l'agrégation due au choix du système d'expression. Est-ce que c'est clair? Madame, comment l'expression de la protéine peut être absente ou bien insuffisante? J'ai pas compris. Absence ou insuffisance d'expression de la protéine. Madame, alors, pardon, madame. J'ai pas compris. Aldélie, qu'est-ce que vous m'avez dit? L'absence ou l'insuffisance d'expression de la protéine. علاش madame parce que احنا راح نديريو كلش ما علاش ما حاش. Alors, je vais vous dire pourquoi l'absence. Il y a des cas, si vous vous rappelez, il y avait un terme qu'on avait utilisé dans le TD2, optimisation des codants. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y a des codants qui ne sont pas reconnus par certains systèmes. Si vous ne faites pas cette optimisation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre protéine, elle ne va pas s'exprimer. Soit elle ne va pas s'exprimer bien, s'exprimer faiblement, très faiblement. Une des raisons justement de l'absence de cette protéine, c'est quoi? C'est à cause de ces codants qui sont différents. Vous allez chez la bactérie, vous voulez produire un anticorps humain, un anticorps recombinant humain chez la bactérie. Elle ne reconnaît pas les codants. Donc la protéine ne va pas s'exprimer, l'anticorps ne va pas s'exprimer. Parce qu'ils n'ont pas été reconnus par le système. Donc la solution c'est quoi? Vous devez optimiser les codants. Voilà, l'absence ou l'insuffisance. L'insuffisance, c'est un rendement faible. Voilà, un rendement faible. Merci. Très bien. Très bien. Je vais aller sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le 7e problème, madame. 5e et 7e. Donc, normalement, j'ai répondu. Voilà, 5e et 7e, j'ai répondu. Très bien. Donc, il nous reste une catégorie d'anticorps que nous n'avons pas encore vue, c'est les anticorps 100% humains. Comment obtenir des anticorps 100% humains? Alors, les deux façons de faire les plus répandues, c'est l'utilisation du phage display, la méthode des phages display, et l'utilisation des souris transgéniques. En fait, donc c'est des banques de phages display, et
essayer ou bien travailler sur des animaux qui ont été manipulés. Donc, le texte, il est là, mais moi, je vais vous donner l'explication. C'est le même principe que pour les antigènes, quand on a voulu sélectionner les peptides. Nous allons travailler sur une banque de phages. Les phages, rappelez-vous, c'est-à-dire c'est un phage M13, c'est un virus de bactéries. Il a été, ce phage, modifié au niveau de son génome. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de son génome, il exprime une protéine de surface, d'accord? La protéine que vous voyez en blanc, d'accord? La P3 ou la P8, d'accord? P3 ou P8, c'est des protéines de surface du phage, qui sont exprimées, ils sont exposés à l'extérieur, exprimés à la surface du phage. Ils ont été modifiés au niveau de leur génome. Qu'est-ce qu'ils vont exprimer à leur surface? Ils vont exprimer des VH et des VL. Chaque phage va exprimer des VH et des VL différents. D'accord? Des fragments. Ça peut aller, il peut pas exprimer l'anticorps entier, c'est trop volumineux. Donc, il peut exprimer soit des SCV, soit il peut exprimer FAB. Au-delà de la taille de FAB, ce n'est pas possible d'utiliser des banques. Mais nous, peu importe, nous, on a besoin de sélectionner la partie qui neutralise le VH et le VL. Donc, le principe, c'est comme on l'a vu pour les peptides. Je dépose une banque de phages qui exprime à sa surface des VH et des VL différents, d'accord, qui sont d'origine humaine. Ces VH et VL, je les ai obtenus à partir de l'homme. Qu'est-ce que je fais? Je vais les déposer sur un support qui contient quoi? Le ligand, la cible, l'antigène. Je vais déposer l'antigène. Je vais sélectionner en fait le phage qui exprime à sa surface le VH et le VL qui reconnaît fortement l'antigène. Donc, étape d'absorption, je fais donc le lavage pour éliminer ceux qui ne se sont pas liés. Et ensuite, je passe à l'étape élution. Je décroche le phage et ensuite je l'amplifie. Je vais l'amplifier. Rappelez-vous le phage, je vais infecter à nouveau des bactéries. Je l'amplifie plusieurs copies du phage qui est susceptible de reconnaître l'antigène par le biais du VH et du VL. Je redépose, je refais 3 cycles à peu près, 3, même plus parfois. Je vais faire une pression de sélection. Je redépose de la banque au niveau du support et je vais exercer une pression de sélection pour qu'à la fin, je récupère le phage qui exprime à sa surface le VH et le VL qui se lient fortement avec l'antigène. Donc, j'aurai sélectionné un anticorps humain, un fragment d'anticorps humain. J'aurai déterminé la séquence. Après, je fais mon séquençage. Je répète mon idée. Je récupère les phages. Ça, c'est une banque de phages. La voici. C'est une banque de phages. Cette banque de phages, elle se caractérise par l'expression à sa surface, d'accord, des VH et des VL différents. Regardez, les codes couleurs sont différents. Des VH et des VL différents. Plus le nombre de phages est important avec des VH, VL différents, plus la taille de la banque est importante. Et idéalement, il vaut mieux avoir une taille de banque importante pour avoir plus de chances de tomber sur le VH et le VL qui reconnaît votre antigène. Donc, je dépose la banque sur mon support. Donc, ce support, qu'est-ce qu'il a? J'ai immobilisé l'antigène. Ce que vous voyez en rose. Ensuite, je fais une étape de lavage dont le but est d'éliminer tous les phages qui expriment des VH, des VL non spécifiques à l'antigène. Ensuite, je vais faire une élution par changement de pH généralement. Donc, je change le pH pour décrocher. Regardez, il y a 3 types de phages qui se sont fixés. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ces phages-là, je vais les amplifier. D'accord? Je vais les amplifier. Je vais faire plusieurs copies de ces phages. Je les redépose sur le support. Je fais encore un lavage. Je fais encore une élution. Je vais exercer. Je vais faire 3 à 5 fois le tour. D'accord? C'est pour récupérer le phage qui exprime le VH et le VL qui se lie le plus fortement à l'antigène. À la fin, une fois que j'aurai sélectionné le phage qui reconnaît plus fortement l'antigène, je fais un séquençage. J'aurai la séquence du VH et du VL. Si maintenant c'est l'anticorps entier qui vous intéresse, si c'est l'anticorps entier, regardez ce que je peux faire. Voilà le phage que j'ai sélectionné. Je récupère donc le VL et le VH. Je peux les amplifier. Je vais les insérer dans un vecteur qui contient, si je veux l'anticorps entier, qui contient le domaine constant de la chaîne humaine et le domaine constant de la chaîne légère, kappa et gamma. Je l'insère à nouveau dans une cellule hôte et qu'est-ce qui va faire la cellule hôte? Elle va exprimer l'anticorps 100% humain. Comment vous avez eu 100% humain? Les domaines constants, ils étaient déjà intégrés dans le vecteur. Les parties VH et VL, comment vous les avez fait? Par sélection, par phage display. Voilà comment vous allez faire.
Est-ce que c'est une méthode à revoir? Est-ce que c'est une méthode à revoir? Madame, c'est quoi la PCR? La PCR est Khali quand même. Amplification par PCR. C'est une méthode de biologie moléculaire, d'accord, qui permet d'amplifier. Allez, normalement, vous l'avez vu en 3e année. C'est la méthode d'amplification en utilisant, d'accord, les astres. Madame, Oui. Le vecteur contient parties constantes. Des chaînes légères et lourdes. Voilà, la partie constante des chaînes lourdes, des chaînes légères de l'homme, de chez l'homme. Merci. La difficulté quand vous voulez obtenir un anticorps humain, la difficulté finalement, que ce soit le chimérique, que ce soit l'humanisé, ou que ce soit l'humain, 100% humain, la difficulté, ce n'est pas dans la partie constante. La partie constante, elle est connue. La partie constante des IgG, elle est connue. D'accord? La partie constante de chaînes légères et lourdes, elles sont connues. Donc, ce n'est pas ça la difficulté. C'est d'obtenir le VH et le VL qui reconnaît spécifiquement l'antigène, votre antigène. C'est ça la. D'accord? Donc, ici, cette banque, c'est celle qui va vous permettre de sélectionner les VH et le VL qui reconnaissent votre antigène. C'est une méthode de sélection. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est la méthode des souris transgéniques. En fait, vous allez tout simplement, pour la souris transgénique, vous allez tout simplement, au niveau de la souris, intégrer des cellules souches. Ça, c'est bon, c'est vraiment par génie génétique. Vous allez intégrer des cellules souches qui codent pour tout simplement les chaînes lourdes et chaînes légères humaines. Et vous allez faire une délétion, d'accord? Vous allez inactiver les chaînes lourdes et chaînes légères de la souris. Donc, vous allez faire tout simplement, par introduction des cellules souches, au niveau de la souris, d'accord? Par manipulation, vous allez l'introduire au niveau de la souris. Alors, comment ça va se faire? Vous allez tout simplement faire ensuite un croisement entre la souris qui a une délétion, qui a reçu une délétion, qui est incapable de produire des anticorps murins, et la souris qui a reçu tout simplement les gènes qui codent pour les anticorps humains. Vous allez avoir une souris hybride. D'accord? Vous allez obtenir une souris hybride. Donc, je répète, c'est une souris transgénique dont le but, c'est d'insérer des gènes qui codent pour les chaînes lourdes et légères, d'accord, chaînes lourdes et légères, humains. Donc, ça va se faire tout simplement par l'introduction des cellules souches, d'accord, que vous allez intégrer chez l'animal. Ensuite, comment obtenir les anticorps? Vous immunisez l'animal avec antigènes et vous récupérez vos anticorps. Vos anticorps, donc l'avantage, c'est que les anticorps que vous allez récupérer, comme il y a eu une délétion des gènes qui codent pour les chaînes lourdes et légères murins, vous allez produire des anticorps 100% humains. 100% humains. Donc, si je résume ce qu'on a vu aujourd'hui, les anticorps monoclonaux, ils peuvent être 100% murins, chimériques, humanisés ou humains. Voilà comment ils se présentent. Les anticorps monoclonaux murins, c'est des immunoglobulines entières murines, entières, chaîne lourde, chaîne légère, entières, VH, CH, VL, CL. Chimérique, c'est le VH et le VL qui est murin. Et le CH et CL est humain. Humanisé, c'est l'immunoglobuline, elle est humaine, et il y a un greffage de CDR murin. Les CDR, les 3 CDR. Humain, c'est une 100% immunoglobuline humaine, 100%. La technologie qui nous permet d'obtenir ces anticorps, si c'est les anticorps murins, c'est la technologie des hybridomes, on l'a vu ensemble. La technologie pour obtenir les anticorps chimériques, c'est la chimérisation, donc c'est l'amplification de VH et VL. Pour obtenir les anticorps humanisés, c'est les CDR grafting, donc vous allez faire le greffage de CDR. Les anticorps humains, vous pouvez les obtenir par phage display et les souris transgéniques.
les souris transgéniques. Les inconvénients de chacun, c'est quoi? Les anticorps murins, c'est des anticorps fortement immunogènes. Ils suscitent une réaction AMA. AMA, c'est-à-dire que vous allez produire des anticorps anti-région murine. La demi-vie, elle est courte. Pourquoi? Parce qu'ils vont être rapidement neutralisés par les anticorps de l'homme, si vous les utilisez en thérapie. Effectrice. La partie FC, comme elle n'est pas d'origine humaine, les activités ou les fonctions effectrices vont être moindres. Les anticorps chimériques, ils suscitent une réaction d'immunogénicité de type AK, c'est-à-dire vous allez avoir des anticorps anti-région chimérique. Les caractéristiques effectrices sont bonnes dans ce cas-là. Les anticorps humanisés, l'affinité des anticorps humanisés n'est pas que l'origine. C'est un greffage, d'accord, de CDR. Ça reste murin. Vous n'allez pas avoir la même efficacité d'un anticorps 100% humain. Les anticorps humains, c'est l'idéal, mais c'est une technique très, très, très lourde. D'accord? C'est très lourd de préparer des souris transgéniques, de faire du criblage par phage display. Il faut disposer d'une banque de phage display. Voilà un petit peu le résumé de l'utilisation des anticorps. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la partie toute anticorps? C'est un chapitre que je vais vous envoyer ce soir, que nous avons terminé. Hein. C'est un chapitre que je vais vous envoyer ce soir. Est-ce que... C'est un chapitre que je vais vous envoyer. Non, pas de questions sur ça? Non? Non, madame, c'est clair. D'accord, très bien. Très bien. Donc maintenant, la partie antigène est réglée, la partie anticorps, c'est réglé. Il manque une partie immunologie. D'accord, je vais aborder juste l'introduction et demain, on va compléter. On va aborder les différentes technologies, d'accord, les techniques utilisées en immunologie. Voilà, les techniques utilisées en immunologie. Donc, je vais juste fermer le fichier et passer sur... Voilà, pardon. Petit moment. Voilà. Donc, on va passer sur autre chose. Alors ça, je vais faire le parallèle par rapport aux techniques qui sont utilisées au laboratoire, d'accord, et qui sont utilisées dans la recherche. Donc, on va voir les plus importantes. Je ne vais pas me baser sur les techniques que vous avez vues en deuxième année, on va voir les plus récentes. Alors, il faut que vous sachiez que toutes les techniques immunologiques, que ce soit les dosages qui sont faits au laboratoire, qui sont faits dans un laboratoire de recherche, d'accord, les méthodes immunologiques, elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur une réaction entre un antigène et son anticorps. Quand on dit une technique immunologique, ça veut dire qu'il y a une réaction entre son antigène et son anticorps. Simplement, il y a une chose, que quand vous mettez en évidence ce complexe, la formation de ce complexe de cet antigène avec son anticorps, cette réaction n'est pas visualisée. Vous ne pouvez pas la visualiser. Donc, il faut trouver la manière ou des méthodes qui vous permettent de visualiser la formation de ce complexe. Donc, je récapitule. Les techniques qui sont développées en immunologie, elles sont basées sur la réaction un antigène avec un anticorps.
cette image sur votre droite vous montre que vous avez un anticorps se liera spécifiquement avec un antigène et il ne se liera pas avec les autres antigènes. C'est la particularité de cette liaison. C'est-à-dire que demain, si je recherche, je vais faire un test d'hépatite, l'anticorps que je dois utiliser, d'accord, doit être spécifique à cet antigène hépatique. Ou bien, si vous voulez rechercher des anticorps dans votre sérum, l'anticorps qui est présent dans votre sérum se liera spécifiquement avec l'antigène. SARS-CoV-2, HIV, etc. D'accord? Donc, c'est une liaison spécifique. Pourquoi j'ai besoin de ces méthodes? Pourquoi j'en ai besoin? Concrètement, pourquoi j'en ai besoin? J'en ai besoin demain pour deux choses. Soit vous voulez faire un test antigénique, par exemple. Vous voulez mettre en évidence si l'antigène est présent, d'accord, dans un tissu ou au niveau d'une cellule ou bien dans un liquide biologique. Donc, si je veux mettre en évidence la présence d'un antigène à l'aide d'un anticorps polyclonal ou monoclonal. Par exemple, le test antigénique qui est fait nasal, le test antigénique au niveau nasal, d'accord, ils font un prélèvement, d'accord, de telle manière à vérifier si le virus est présent. D'accord? Donc, je vais mettre en évidence l'antigène au niveau de ce prélèvement. Ou bien, par exemple, si je veux rechercher l'antigène, s'il est présent au niveau du sérum, au niveau du liquide céphalorachidien, au niveau des urines. Donc, l'objectif premier, c'est de rechercher l'antigène. Ou bien, parfois, ce n'est pas l'antigène que vous voulez rechercher, vous voulez rechercher la réponse, si elle a été induite. La réponse immunitaire, elle a été induite. Donc, je vais rechercher les anticorps. Et là, je vais le faire à l'aide de l'antigène. Donc, je vais rechercher généralement, les anticorps, bien sûr, sont recherchés au niveau des liquides, sérum, plasma, ou bien au niveau du LCR. LCR, c'est le liquide céphalorachidien. Au niveau de la salive, il y a des tests rapides qui sont faits au niveau de la salive. Donc, l'objectif, c'est de rechercher soit l'agent causal, c'est-à-dire l'antigène, soit rechercher le produit de la réponse causale, c'est-à-dire de l'antigène causal. Rechercher, par exemple, les anticorps. Voilà le but des analyses immunologiques qui sont effectuées. Alors, il y a plusieurs applications, d'accord? Plusieurs applications. Je peux rechercher et doser des anticorps pour diagnostiquer des maladies infectieuses. Donc, je vais faire une sérologie bactérienne, je peux rechercher une bactérie, je peux rechercher un parasite, donc dans le cas de la toxoplasmose, d'accord? Je peux rechercher un virus, l'hépatite, le HIV, Covid-19, donc le SARS-CoV-2. Je peux rechercher, par exemple, s'il y a certaines personnes qui ont une maladie auto-immune, telle que le lupus, les facteurs rhumatoïdes, d'accord? Donc, on peut rechercher les anticorps de l'auto-immunité. C'est tout ce que fait le laboratoire, d'accord? Je peux rechercher demain, si je veux savoir si je suis allergique, si je présente une allergie, donc je peux rechercher des IgE. Demain, j'ai envie de savoir un dosage, si j'ai un problème au niveau de la thyroïde, je peux faire un dosage hormonal, donc je peux faire par méthode immunologique. Par exemple, les tests de grossesse qui sont faits, je ne parle pas du test rapide, mais du test qui est fait par dosage du HCG, d'accord, donc je peux faire un dosage de la bêta-HCG. Je peux rechercher des marqueurs tumoraux, par exemple, si je veux rechercher si telle ou telle personne présente tel marqueur tumoral pour diagnostiquer. Je peux rechercher, comme je l'ai dit, les antigènes bactériens, viraux, fongiques, parasitaires, donc je me répète. Et aussi, par exemple, dans les cas des greffes, quand on veut faire une greffe, on veut savoir, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir, par exemple, quel type de HLA j'ai entre celui qui, le donneur et le receveur. Donc, il y a un typage HLA qui va être fait. Donc, on va déterminer le type d'HLA expliqué. Je peux chercher aussi, je pourrais vouloir savoir si on est compatible ou pas. Donc, je peux rechercher si le receveur n'a pas des anticorps contre mes antigènes, contre mon HLA. Donc, les applications, elles sont vastes. Elles sont vastes. Ça, les applications que je vous ai données, c'est les applications dans les laboratoires d'analyse. D'accord? Dans les laboratoires d'analyse. Rechercher le germe, rechercher les anticorps, rechercher des hormones, faire des tests de greffe. D'accord? Donc, vraiment, tous les tests immunologiques sont basés sur ce que je vais expliquer à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire les techniques immunologiques. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire là, c'est ce qui est fait au niveau de laboratoire. Donc, normalement, ça devrait être clair. Hein? Donc, je pense qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas beaucoup de participation aujourd'hui. Hein?
Alors, donc ça, c'est les applications. Pourquoi on a besoin du test? Maintenant, ces techniques immunologiques, elles vont être basées sur quoi? Donc, soit elles permettent de détecter un antigène ou un anticorps, et ça, c'est plutôt qualitatif, je vais dire présence ou absence, ou bien je peux quantifier. À ce moment-là, je fais un dosage, et la méthode, elle est quantitative. Il y a des méthodes, elles sont dites qualitatives, il y en a d'autres, elles sont les deux. Quand elles sont quantitatives, elles sont du coup qualitatives. D'accord? Donc, parfois, celles qui sont les plus sensibles, elles sont quantitatives. Soit je détecte les méthodes, on peut utiliser soit des signaux qui sont visibles, donc généralement c'est la précipitation et l'agglutination, c'est ce que vous avez appris en deuxième année, et celles qui sont plus sensibles et plus d'actualité, c'est les méthodes indirectes, c'est-à-dire qui nous permettent de visualiser la réaction antigène-anticorps. Pour visualiser la réaction antigène-anticorps, donc l'anticorps généralement, d'accord, est marqué et il va libérer, d'accord, un signal. Donc généralement, je dois marquer mon anticorps pour détecter mon antigène. Les marqueurs utilisés, généralement, c'est lesquels? Soit j'utilise du radiomarquage, ce que j'appelle les radioisotopes, donc à l'iode, un anticorps marqué à l'iode. Soit j'utilise des enzymes, donc c'est les marqueurs enzymatiques. Soit c'est des marqueurs luminescents, ils vont libérer de la lumière, ou bien des fluochromes, fluorescents. Donc les méthodes indirectes, elles sont basées sur l'utilisation de marqueurs radioactifs, radioisotopes, enzymatiques et fluorescents, fluochromes. Voilà sur quoi elles sont basées. Donc, le signal de révélation du signal, soit je fais un marquage à l'enzyme, soit je vous ai dit, je mets un marquage au fluochrome ou un fluophore, c'est la même chose, fluorophore, pardon, je vais corriger ça, ou un marquage radioisotope. Donc, généralement, le marquage à l'enzyme, c'est une méthode immunoenzymatique qui nécessite l'utilisation pour la révélation du substrat de l'enzyme et de rajouter un chromogène. Et la méthode est appelée colorimétrique. Ou bien, au lieu de mettre un chromogène, je peux ce qu'on appelle mettre du luminol. C'est une substance chimique, d'accord, après oxydation qui libère de la lumière, pas une couleur. D'accord? Et la méthode s'appelle la chimiluminescence. Ou bien, c'est un marquage à un fluochrome. À ce moment-là, la méthode, c'est une méthode d'immunofluorescence. Et c'est de la fluorométrie. Je vais mesurer la fluorescence. Ou bien le marquage est radioisotope. Donc, c'est des méthodes de radioimmunoessai. Je vais mesurer, ou je vais détecter la radioactivité. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de méthodes qui utilisent des marquages enzymatiques, soit le fluorophore ou le radioisotope? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de méthodes? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? La cytométrie en flux, madame. La cytométrie en flux, elle va utiliser quoi? Une enzyme, un fluorophore, ou bien elle utilise le radioisotope? La cytométrie en flux, qu'est-ce qu'elle utilise? Est-ce que c'est un marquage à l'enzyme? Fluorophore. Oui, exactement. Madame, fluorophore. Exact. On va utiliser exactement. On va utiliser, vous avez tout à fait raison, donc un fluorophore. Alors, si je résume en schéma, antigène, anticorps primaire, anticorps secondaire. Si l'anticorps primaire n'est pas marqué, c'est une méthode indirecte. Donc, les trois exemples, c'est une méthode indirecte. La méthode colorimétrique est basée sur l'utilisation d'un anticorps marqué à une enzyme. On introduit le substrat, d'accord, le chromogène, qui passe d'un état incolore coloré après oxydation. La méthode chimiluminescence, d'accord, c'est un anticorps encore marqué à une enzyme, mais au lieu de mettre le chromogène, on va mettre ce qu'on appelle un luminol, qui va émettre de la lumière, pas de la couleur, émettre de la lumière. Ou bien la méthode de la fluorescence, l'anticorps secondaire dans ce cas-là, est marqué un fluorochrome, c'est la même chose, qui va libérer de la lumière fluorescente. C'est de la lumière fluorescente. Là, c'est de la lumière blanche. Là, c'est de la lumière fluorescente. Alors, ici, par exemple, le marquage direct et indirect, ça veut dire quoi? Voilà le support, l'anticorps primaire est marqué. Donc, tout de suite, vous dites qu'il s'agit d'une méthode directe.
S'il s'agit d'une méthode indirecte, l'anticorps primaire n'est pas marqué, l'anticorps secondaire, c'est lui qui est marqué. Quel est l'avantage et l'inconvénient de l'un et de l'autre? Si c'est une méthode directe, c'est une méthode plus rapide. Elle est plus rapide parce que ça nécessite une incubation. D'accord? Elle nécessite une incubation. D'accord? Ça, c'est son avantage. Son inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il faut disposer d'un anticorps marqué. Donc, ça nécessite souvent de coupler l'anticorps avec un marqueur. Vous êtes obligé de le coupler avec un marqueur, avec une enzyme ou un fluorophore ou bien un iode. Ça, c'est son inconvénient. Son deuxième inconvénient, c'est quoi? Le signal est bas, il est faible. Lorsque vous utilisez une méthode directe, le signal est faible. Il est faible. Donc, l'amplification est faible et limitée. Contrairement à la méthode indirecte. C'est une méthode plus longue, c'est vrai, c'est 2 incubations. Elle est plus économique, mais simplement son amplification est supérieure. Quand vous utilisez un anticorps secondaire marqué, le signal est plus fort. Est-ce que c'est clair cette diapositive? Est-ce que c'est clair? Donc, Madame, avantage, oui. pardon. Franchement, j'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer la diapo? D'accord. Merci. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette diapo pour que je puisse orienter mon explication? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est de refaire la diapo. Hein. Donc, je vais vous répéter la diapo. Elle vous donne quelle information? Elle vous montre la différence entre un marquage direct et un marquage indirect. La différence, vous la voyez très rapidement. Lorsqu'il s'agit d'un marquage direct, c'est l'anticorps primaire qui se lie à l'antigène, d'accord, qui est marqué. Donc, c'est ce qui fait que c'est une méthode directe. À côté, c'est une méthode indirecte parce qu'il s'agit de l'anticorps secondaire qui est marqué. Ce n'est pas l'anticorps primaire. Maintenant, c'est quoi la différence entre une méthode directe et une méthode indirecte? La différence, donc déjà, avec la méthode directe par rapport à l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que simplement, c'est une méthode plus rapide. Elle va être plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il suffira de mettre en contact l'anticorps primaire et d'incuber. Donc, il y a une seule incubation. À côté, minimum, ça peut être plus, hein, minimum, vous avez 2 incubations. Incubation de l'anticorps primaire et l'anticorps secondaire. Donc, la méthode directe est plus rapide. Elle est plus rapide par rapport au temps. Ça, c'est son avantage. Maintenant, ses inconvénients, il y a 2 choses. L'inconvénient majeur de la méthode directe, assez souvent, comme l'antigène change à chaque fois. Un jour, vous travaillez sur l'hépatite, un jour, vous travaillez sur HIV, surtout dans le cadre de la recherche. L'antigène peut être différent. À chaque fois, ça nécessite au laboratoire de préparer un anticorps marqué. Vous serez obligé à chaque fois de le marquer. Donc, ça nécessite un couplage au laboratoire. Alors qu'à côté, vous allez me dire, même à côté, ça nécessite. Non, à côté, ça ne nécessite pas. Ça ne nécessite pas d'avoir un anticorps marqué pour chaque antigène. Vous avez à côté, par exemple, l'antigène. Ici, par exemple, c'est des IgG de souris. Supposons l'anticorps qui est en noir, c'est de souris. Il suffit d'avoir un anticorps, d'accord, anti-souris, anti-IgG de souris. Je n'ai pas besoin d'avoir à chaque fois un anticorps selon l'antigène. À côté, non, dans le direct, il faut avoir un anticorps marqué selon l'antigène. Par contre, sur votre droite, dans le cas de l'indirect, il suffit d'avoir un anticorps anti-espèce. Ça veut dire que ce soit l'antigène X, Z, V, d'accord? L'anticorps secondaire sera le même. Pourquoi ça sera le même? Parce que ça dépend de l'espèce. Si vous avez mis un anticorps primaire de souris, il suffira de mettre tout simplement un anticorps secondaire anti-souris. Donc, il est plus économique qu'à côté. C'est beaucoup plus économique. Autre inconvénient par rapport au direct, c'est quoi? C'est que lorsque l'antigène, d'accord, est détecté par la méthode directe,
le signal, c'est-à-dire, quand je dis le signal, c'est quoi? La couleur, l'intensité de la couleur, l'intensité de la lumière, l'intensité de la fluorescence est faible avec cette méthode, elle est faible. Alors surtout si l'antigène est présent en faible quantité, surtout si l'antigène est présent dans votre sérum ou bien dans le tissu ou dans la cellule en faible quantité. La méthode directe va vous détecter, elle n'est pas sensible, elle va détecter faiblement le signal. En revanche, plus vous amplifiez le signal, ça veut dire quoi plus vous amplifiez le signal? Plus vous mettez plus d'anticorps, d'accord? Parce que vous avez l'anticorps primaire qui se lie avec l'antigène. Ensuite, il faut que l'anticorps secondaire se lie avec l'anticorps primaire. Donc, plus vous utilisez la méthode indirecte, plus vous utilisez des anticorps secondaires, plus vous augmentez le signal. C'est-à-dire, c'est comme un volume, comme une radio. Vous augmentez le son, vous augmentez le signal. Plus le signal va être plus important. Le signal va être plus important. D'accord? C'est ce qui va faire comme quoi l'amplification, ce que j'appelle moi l'amplification, quand je dis amplification, c'est-à-dire le signal est supérieur. L'amplification est supérieure. Donc, je vous ai donné avantages et inconvénients par rapport au temps. Pardon. Oui. Madame, la méthode directe, on change l'anticorps à chaque fois, marqué, mais par contre, l'indirect, on change uniquement le primaire. Le secondaire, il reste toujours le même. Oui, l'anticorps secondaire reste le même à partir du moment où malgré qu'on change l'anticorps cible, on change absolument. Parce que, pourquoi? Parce qu'il est dirigé contre l'espèce. Par exemple, vous voulez faire demain une sérologie, voir si vous avez des IgG et SARS-CoV-2. Donc, on va prendre votre sérum. Le sérum, ça va être l'anticorps primaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'essentiel, on va mettre des anticorps anti-humains. Anti-humains, c'est tout. Donc, c'est contre l'espèce. Madame, le résultat, il est plus précis, en général, non, par rapport au direct. Là, il va être plus précis. Il va être précis parce que l'anticorps primaire, c'est le même. C'est une histoire de marquage, c'est tout. L'anticorps primaire, c'est le même. À droite ou à gauche, c'est le même anticorps primaire. La différence, à droite, il n'est pas marqué, à gauche, il est marqué. Ouais, l'anticorps, c'est le même. On va avoir les mêmes résultats, madame. Non, par contre, avec l'indirect, vous allez détecter, elle est plus sensible, vous allez détecter plus forte la quantité de l'antigène. Elle est beaucoup plus sensible. Vous détectez plus fortement l'antigène. Alors surtout, vous risquez, par exemple, avec le direct, supposons que l'antigène il n'est pas en quantité importante, vous risquez d'avoir un faux négatif à le direct et d'avoir un positif avec l'indirect. Mais ce serait un négatif à le direct. Pourquoi? Parce que la méthode directe, elle est moins sensible. Donc l'indirect est plus intéressante par rapport à ça. C'est vrai que par rapport au gain de temps, il y a moins de gain de temps. Mais mais elle a l'avantage de la sensibilité. Pardon, madame. Madame, la méthode directe, on a dit que lorsqu'on veut chercher un anticorps précis, les IgG ou bien les IgG, n'utiliser l'anticorps marqué. Mais في l'indirect, quand on dit anti-humain ou anti-souris ou en général. Oui. Voilà, l'espèce. J'ai dit que راح تكون moins précis par rapport à n'utiliser l'anticorps lui-même, IgE ou la IgG. Genre, راح تكون plus précis par rapport à anti-espèce, non? Non, anti-espèce. L'anticorps secondaire ne se fixera que si le premier s'est fixé. De l'anticorps secondaire. Cet anticorps secondaire, il ne va se fixer que si le premier se fixe. Donc, si le premier se fixe, d'accord, l'anticorps secondaire, et il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que vous avez ici plusieurs sites de fixation de l'anticorps secondaire, plusieurs sites. Il peut se fixer plusieurs sites. Madame, c'est-à-dire le résultat est le même, précis qui m'a précis. Non, l'indirect c'est plus précis. Ah oui, c'est plus sensible. Non, c'est plus sensible. D'accord. C'est plus sensible parce que vous allez amplifier le signal. Vous allez amplifier. Vous allez. D'ailleurs, demain, je vais vous montrer une diapo. Je peux rendre encore plus complexe ça. Je vais vous montrer dans le cadre de l'ELISA comment je peux encore amplifier le signal.
Non, la sensibilité est meilleure avec l'indirect, même si je perds un peu plus de temps. Alors, ce qu'on va faire, les techniques, en fait, les techniques immunologiques, elles sont connues. D'accord? Elles sont connues. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'ELISA généralement, l'ELISpot, d'accord? Le Western blot, l'immunohistochimie, le fluorospot, d'accord? Et la cytométrie en flux. Vous avez la cytométrie en flux. Alors, je vais vous donner, cette diapositive, elle résume quel marqueur vous pouvez utiliser selon la technique. Donc, si j'utilise le marquage enzymatique, quelles sont les techniques que je peux utiliser? L'ELISA, l'ELISpot. L'ELISpot, c'est des cellules. D'accord? Je vais détecter un antigène au niveau d'une cellule. Donc, ELISpot, il va former des spots. Le Western blot, je peux utiliser la méthode enzymatique et l'immunohistochimie. Le marquage fluorescent, je peux utiliser la méthode d'immunofluorescence, pas l'immunohistochimie, l'immunofluorescence. Je peux utiliser la cytométrie en flux, d'accord, la cytométrie en flux, le fluorospot, l'immunohistochimie, non, pardon, je vais le corriger, c'est l'immunofluorescence, j'ai copié-collé, après je vais le supprimer. Ça, donc, c'est la colorimétrie, là, c'est la fluorescence. Émission de lumière, la lumière, d'accord, c'est uniquement le Western blot. Et la méthode radioactive, c'est le RIA, radio-immunoassay. Donc, je récapitule. Simplement, je vais juste corriger une chose pour que ça ne reste pas. Comme ça, je ne vais pas vous induire en erreur. Je corrige ça et après, je vais supprimer. Voilà, après, je vais supprimer. Donc, les principes des techniques, celles qui sont basées sur l'utilisation d'anticorps marqués à une enzyme, on peut utiliser l'ELISA, l'ELISpot, le Western blot, l'immunohistochimie. Celles qui sont basées sur l'utilisation du marquage de fluorescence, c'est la méthode d'immunofluorescence. Donc, c'est au niveau des tissus, la métrie en flux, d'accord, les cellules, fluorospot. Et vous avez également la méthode qui permet d'utiliser la méthode de l'immunohistochimie. Ou bien, vous avez également la méthode qui utilise des anticorps marqués à des radioisotopes RI, radio-immunoassay. Est-ce que vous avez compris les méthodes? Et maintenant, nous, en fait, sur trois séances, en détail les techniques. Est-ce que c'est clair? Est-ce que D'accord. Très bien. Je ne vais pas plus vous saturer. On va s'arrêter là. Demain, on va entamer les... On l'a vu en TD. Mais là, je vais vous donner les astuces en plus du TD. D'accord, les techniques à faire en plus. L'IHC, c'est l'immunohistochimie. Immunohistochimie. IHC. Voilà. Immunohistochimie. Voilà à quoi correspond l'IHC. Immunohistochimie. Très bien. Ah, d'accord, merci madame. Très bien. Donc, normalement, demain, on va entamer. Donc, je prends le créneau de 8 heures, demain matin à 8 heures. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Madame, oui? demain. Oui. Allez, demain. Parce que je prends le créneau de monsieur Chéri. Ah, c'est vrai. J'ai oublié. C'est vrai. Voilà. Et la semaine prochaine, vous serez libre. Vous ne serez pas avec moi. La semaine prochaine, c'est Chériki qui prendra mes créneaux. Donc, demain, je vous prends de 8h à 10h, Inch'Allah. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Merci, madame. Bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, madame.